j'ai l'impression que c'est la politique politicaille qui semble avoir pris le dessus. Mais je dois quand même lui rappeler quelques points saillants lorsqu'il parle de Maurice durable, du climate change, du sustainable development. Permettez-moi de lui rappeler 3 endroits chers aux Mauriciens. La plage de Troubiche. La route côtière a été déviée pour favoriser l'hôtel Tariza. Permettez-moi de lui rappeler la plage de Troubiche, grassement donnée au Pandit Sankar. Permettez-moi aussi de rappeler l'accaparement de l'île aux Gabriel. Ces 3 plages, ce sont 3 symboles du PTR et du PMSD. L'accaparement de l'île aux Gabriel pour nourrir de petits coqs. Monsieur le Président, revenons aux choses sérieuses, Monsieur le Président. Monsieur le Président, les élections générales sont bel et bien terminées. Les élections générales sont derrière nous. Le peuple a choisi. Le peuple a choisi une équipe pour diriger le pays. Une fois les élections terminées, le temps n'est plus au rapport des forces. Le temps est à l'action. Le temps est à la gouvernance. Le temps est à la mise en action des mesures fortes pour gouverner le pays. Monsieur le Président, gouverner le pays, c'est prendre des mesures courageuses. Gouverner un pays, ce n'est surtout pas être populaire à n'importe quel prix. Gouverner un pays, c'est avoir le courage et la conviction de prendre des mesures des fois impopulaires, mais salutaires pour le pays. Monsieur le Président, c'est à ce prix-là qu'on reconnaît les hommes d'État. Savoir trancher dans le vif, c'est cela l'ADN des hommes d'État, et je suis fier de faire partie de cette équipe gouvernementale, Monsieur le Président. Ce n'est pas l'heure de se soucier de sa popularité. C'est l'heure de prendre des mesures fortes, courageuses, pour le bien de la collectivité, pour le bien de l'ensemble du pays. Monsieur le Président, sachons distinguer une chose. Sachons distinguer l'intérêt particulier de l'intérêt collectif. Jean-Jacques Rousseau, dans son contrat social, définit les intérêts particuliers comme l'ensemble des buts qu'un acteur social se propose pour son bonheur personnel. L'intérêt général lui renvoie à la collectivité, ce qui contraint l'homme à renoncer à certains de ses propres intérêts au profit de la communauté. Quand chacun ne voyant que ses propres buts, le peuple est réduit à un agrégat d'individus. L'intérêt collectif n'est pas la somme des intérêts particuliers. L'intérêt collectif, Monsieur le Président, c'est la reconnaissance des valeurs universelles qui gouvernent l'être humain. Monsieur le Président, c'est à ce prix-là qu'un pays, qu'une nation sortira d'une crise pour prospérer et garantir la paix sociale pour l'ensemble du pays. C'est cela la priorité, le roadmap d'un gouvernement responsable. Monsieur le Président, la récession qui nous guette, l'inflation, la perte du pouvoir d'achat, le chômage qui rôde, le virus Covid-19 ou sa forme mutante dans quelques mois ne se soucie guère de votre appartenance politique, de votre couleur, de votre race, de votre sexe, de votre communauté. Ils frapperont indistinctement tous les Mauriciens. Il nous appartient en tant que gouvernement responsable de prendre des décisions pour l'ensemble de la collectivité, pour l'ensemble des Mauriciens. L'heure n'est pas non plus à l'opportunisme politique. L'histoire se souviendra aussi qu'un groupe de députés d'un parti de l'opposition, par pur opportunisme politique, ont voulu faire pression sur le gouvernement dans une période de grave crise sanitaire pour l'ouverture des lieux de culte spécifiques avec le danger que cela représente pour leurs propres membres et pour le pays. Avec la fin du couvre-feu sanitaire,
le gouvernement a tout lieu d'être fier et satisfait d'avoir œuvré pour l'intérêt général, l'intérêt de la collectivité. Aujourd'hui, tous les lieux de culte de toutes les religions sont aujourd'hui ouverts en toute sécurité. Le libre exercice de culte, la liberté religieuse est plus que jamais garantie par ce gouvernement, Monsieur le Président. Monsieur le Président, dans cette même ligne de pensée, il convient de condamner toute forme de populisme. La démagogie a son apogée. L'humanité, les plus grandes démocraties du monde ont un ennemi commun, le populisme. C'est précisément pendant les périodes de crise que des individus profitent de la misère, profitent de la crise économique pour exacerber et manipuler les frustrations des uns et des autres, jouer sur la peur des gens, caresser la bête dans le sens du poil, même si ils savent pertinemment bien qu'on va à l'encontre des procédures, à l'encontre de la collectivité, à l'encontre des intérêts du pays, à l'encontre de l'harmonie sociale du pays. Monsieur le Président, ce gouvernement dirigé par Pravin Jagnnath a à son actif des mesures fortes de protection sociale, la pension de vieillesse, le minimum salary, le contrôle des prix des produits de base, le Wage Assistance Scheme. Le présent budget dresse toute une panoplie de mesures en faveur des vulnérables de la société. La seule condition, Monsieur le Président, c'est le respect des procédures, le respect des hommes et des femmes qui semblent de patience, de civisme, de respect de la règle et de la loi. Je souhaite ici exprimer toute ma satisfaction et ma fierté de faire partie d'une équipe qui partage les mêmes valeurs envers les économiquement faibles et les mêmes valeurs pour le respect de la démocratie. Une équipe composée d'hommes et de femmes qui ont un parcours politique fait sans compromis envers les valeurs de justice sociale, de la démocratie et de la consolidation du mauricianisme. Je souhaite ici, haut et fort, exprimer tout mon soutien à notre camarade Steve Obigadou, ministre du Logement et des Terres. De par son parcours politique, il n'a rien à prouver de sa soif de justice pour les personnes se trouvant au bas de l'échelle. Certaines personnes peuvent discuter du timing de certaines actions, mais le fait demeure que nous sommes dans un état de droit, qu'un vaste chantier de construction est annoncé pour les bas salaires et la classe moyenne. Un accompagnement et une enquête sociale est même en cours, même pour ceux qui n'ont pas respecté les procédures. Monsieur le Président, ce gouvernement n'a aucune leçon à recevoir, surtout de ceux de l'opposition qui étaient au pouvoir pendant de nombreuses années. Sous plusieurs gouvernements, ils étaient même à la tête de différents ministères où ils avaient la possibilité d'œuvrer pour les vulnérables de la société. Ils étaient même à la tête du Select Committee, suivant le rapport du Truth and Justice Committee. Leur piètre bilan envers ceux touchés par la misère est indéniable, Monsieur le Président. La pandémie nous interpelle. Le social, la politique, l'économie seront un non-sens, Monsieur le Président, sans considérer tous les facteurs présentés par le budget. Cette nouvelle normalité, Monsieur le Président, fait émerger un point central qui, à mon avis, est loin d'être un débat idéologique, mais bien un débat de survie politique et économique. Quel doit être le rôle du gouvernement et quel doit être le rôle du secteur privé? Jusqu'où peut aller l'interventionnisme du gouvernement sans que le privé puisse crier au loup dans cette économie de marché? L'île Maurice n'échappera pas à ce débat. Mais, Monsieur le Président, dans ce débat, je tiens ici à citer et à rendre hommage à notre service hospitalier public qui a été à la hauteur de cette lutte contre le Covid-19. L'interventionnisme étatique est plus que jamais reconnu dans nos services essentiels. Un service de quarantaine gratuit, un service hospitalier, des food packs, la vaccination de masse, le gouvernement était devenu ainsi aussi. Pour stabiliser le marché financier, le gouvernement est aussi intervenu avec le Wage Assistance Scheme
Et là, le gouvernement accompagnera le privé, surtout dans le secteur manufacturier et le tourisme. Les banques centrales européennes et la Banque fédérale américaine interviennent ces jours-ci massivement pour protéger les entreprises face à la récession et préserver l'emploi. Il n'y a rien de sorcier de ce que fait actuellement la Banque de Maurice. La main invisible d'Adam Smith est insuffisante pour stabiliser l'économie. Le secteur privé mauricien doit sortir de ce conservatisme légendaire. Il est un fait aujourd'hui que certains États pratiquent le protectionnisme, certains États à travers le monde pratiquent le protectionnisme et le repli économique, notamment dans le secteur alimentaire. Donc, le privé mauricien doit se réinventer. Je souhaite ici saluer cette population mauricienne qui, au tout début de l'éclatement de la pandémie, a su se montrer compréhensive et démontrer un sens de maturité. Et cette population est reconnaissante de la façon dont le gouvernement a su gérer le Covid-19 à Maurice. Une leçon à tout homme et femme politique, c'est de ne jamais sous-estimer l'intelligence de la population, Monsieur le Président. Il n'y a pas lieu d'être un grand analyste des sondages pour savoir qu'il existe aujourd'hui un sentiment de satisfaction de la population après la présentation du budget dans un contexte très difficile. Monsieur le Président, permettez-moi encore une fois de féliciter le ministre des Finances pour le budget 2020-2021 fait dans un contexte de crise mondiale. Il est un fait que le monde vit et se prépare à vivre une des plus grandes récessions. La contraction du PIB mondial, selon le FMI, serait de l'ordre de 3% en 2020. Le PIB de l'Europe chutera de 7,4% en 2020. Selon le journal Le Monde, l'Allemagne connaîtra une contraction de 6,5%, la France 8,2%, alors que l'Italie, une contraction de 9,5% est annoncée. Aux États-Unis, la puissance économique mondiale par excellence connaîtra une contraction d'au moins 5,9%, alors que quelques mois seulement de cela, les États-Unis comptaient sur une croissance de 2,3% en 2019 et prévoyaient 3% de croissance chaque année suivante. Le taux de chômage, Monsieur le Président, sera de 10% en France, de plus de 12% en Italie, de plus de 10% aux États-Unis, soit bien plus que la crise de 2008. Tous les analystes prévoient une morosité sans pareille à travers le monde. Toutefois, une lueur d'espoir en 2021 sera annonciateur d'une reprise économique à condition que la pandémie puisse être maîtrisée lors du deuxième semestre de 2020. L'île Maurice n'est pas en reste, Monsieur le Président. Nous devons nous prémunir des décisions fortes, d'une part pour maîtriser le coronavirus et d'autre part créer les conditions nécessaires pour sortir de cette menace de récession et de perte d'emploi. Monsieur le Président, j'attache une importance particulière à l'immobilier car il est un fait que l'effet cascade de l'économie est plus présent au niveau de l'immobilier. La croissance a été de l'ordre de 3,5% lors de la dernière année. Avec la récession mondiale, le risque que l'immobilier mauricien allait pâlir et pâtir était bien présent. Le ministre des Finances a annoncé toute une batterie de mesures que je souhaite souligner rapidement. La construction de 12 000 maisons pour ceux au bas de l'échelle sociale et la classe moyenne sur 3 ans. Le ministre des Finances a annoncé l'extension du Housing Estate Scheme et du Newly Built Dwelling Scheme pour une période de 2 ans. Cela permettra aux promoteurs d'être exemptés du Land Transfer Tax et aux acquéreurs d'être exemptés du Registration Duty pour une période additionnelle de 2 ans. Il est à souligner que la limite d'éligibilité de la valeur de l'unité du logement passe de 6 millions à 7 millions de roupies. Autre mesure, Monsieur le Président,
c'est de permettre à l'un des conjoints de bénéficier de l'exemption de first-time buyer, même si l'autre conjoint a déjà bénéficié ou était déjà propriétaire d'un bien immobilier. Monsieur le Président, à chaque crise émergent des opportunités. Ceci me rappelle d'une citation d'Albert Einstein: « Au centre de la difficulté se trouve l'opportunité ». Ainsi, la crise du coronavirus doit être vue comme un catalyseur de changement. La crise nous a fait prendre davantage conscience que nous devons consolider notre résilience et construire une société plus durable et écologique. Il est grand temps qu'on repense nos fondements économiques, sociaux et environnementaux afin d'atteindre nos objectifs de développement durable. Monsieur le Président, l'année 2020 restera sans doute gravée dans nos mémoires. Nous savons tous que le ministre des Finances a eu une tâche très difficile, mais il a su nous présenter un budget qui est à la hauteur des défis à venir, notamment de la relance économique. C'est aussi un budget qui démontre également notre prise de conscience et un changement concret de paradigme pour permettre une croissance économique verte, inclusive et soutenue. Malgré que ce contexte est difficile, notre volonté de reconstruire ensemble, une volonté plus durable et plus que jamais d'actualité. Les 3 orientations de ce budget s'attellent à reconstruire une île Maurice plus résiliente. Même avec un champ de manœuvre très limité, ce budget ouvre la voie à une relance économique, en particulier dans les secteurs traditionnels tels que la construction, l'agriculture, la sécurité alimentaire, le secteur manufacturier, le tourisme et l'entrepreneuriat. En outre, une panoplie de mesures ont été annoncées afin de renforcer nos secteurs clés, tels que la santé, l'éducation, la technologie, l'économie bleue, la jeunesse, le social et le bien-être familial, la protection de l'environnement, le développement durable et les énergies renouvelables ont été aussi au centre de ce budget. Durant le confinement global, nous avons pu observer des exemples où la nature a pu se régénérer en l'absence d'activité humaine. Ceci devrait nous interpeller dans nos actions futures, de sorte à ne pas compromettre l'épanouissement de la nature. D'ailleurs, je voudrais rappeler que le slogan qui a été choisi par les Nations Unies pour la Journée mondiale de l'environnement est « Time for Nature ». Et elle invite à la protection de la biodiversité. Monsieur le Président, permettez-moi de dire quelques mots sur le plan directeur en voie de finalisation au ministère de l'Environnement. Les mesures que préconise ce budget pour la protection et la gestion de l'environnement. Ceci s'insère, et là je me retrouve complètement dans ce budget, Monsieur le Président, parce que ceci s'insère dans notre volonté d'accélérer la transition écologique, qui est une des principales recommandations des Assises de l'environnement, tenues au mois de décembre 2019. Les assises et les consultations qui ont fait suite ont mis en lumière un certain nombre de défis environnementaux et sociaux que Maurice doit relever pour répondre aux besoins du pays et aux obligations internationales telles que les objectifs de développement durable. Mon ministère, avec la collaboration de tous les acteurs concernés, élabore un plan directeur sur l'environnement pour la République de Maurice. Le plan comprendra les orientations politiques et stratégiques sur l'environnement pour les 10 années à venir, ainsi qu'un plan d'action pour les 5 prochaines années. Ce plan nous permettra de répondre aux urgences et aussi d'avancer vers des résultats ambitieux pour une transition écologique. Je suis bien sûr très satisfait de noter que le budget prévoit 2 milliards de roupies dans le National Environment Fund pour financer, entre autres, la mise en œuvre des actions identifiées dans ce plan directeur. Ceci démontre l'urgence de reconstruire
sur des bases nouvelles et durables, tout en tenant compte de l'importance et la vulnérabilité de notre environnement. Les mesures budgétaires pour l'environnement reposent essentiellement sur 8 piliers, à savoir l'économie circulaire et la gestion des déchets solides, le changement climatique, la protection des zones côtières de l'environnement marin, le contrôle des déchets plastiques, la pollution de l'air et de l'eau, rendre vert le secteur public, l'aménagement paysager de l'autoroute et d'autres espaces publics et la culture environnementale. Monsieur le Président, permettez-moi de prendre l'économie circulaire et la gestion des déchets solides. Monsieur le Président, pendant des années, nous avons traité la nature comme une ressource à être exploitée sans limite. Nos besoins en termes d'énergie, de l'eau et de biens matériels, entre autres, n'ont cessé de croître, incitant de ce fait une consommation excédentaire. Cette tendance a du coup engendré des effets néfastes et souvent irréversibles sur notre environnement. Un défi de taille à relever pour réaliser une transition écologique est la bonne gestion de nos ressources et l'adoption d'un modèle économique circulaire qui représente un levier essentiel pour atteindre nos objectifs. Ce nouveau modèle d'économie circulaire nécessite de l'innovation et un changement d'attitude de notre façon de faire. Ainsi, les déchets doivent être considérés comme des ressources à être valorisées. C'est pourquoi il faut mettre l'accent sur le recyclage et le compostage. Avec une planification appropriée et des actions ciblées, il est possible de récupérer 50 à 60 % des tonnes de déchets pour le recyclage et la production du compost d'ici 2025. Ce faisant, nous détournerons les déchets du site d'enfouissement et obtiendront des avantages économiques, environnementaux et même sociaux. Cependant, cela ne se produira qu'avec des infrastructures adéquates, les législations, les instruments économiques et l'engagement actif des citoyens. Le budget a alloué quelques 148 millions de roupies pour la gestion des déchets dans son ensemble, pour la mise en œuvre du tri des déchets à la source et pour promouvoir le compostage et le recyclage. En ce qui concerne le tri des déchets, mon ministère travaille conjointement avec le ministère des Finances, travaille actuellement sur un plan pour fournir 2 poubelles par ménage. Une poubelle sera utilisée pour le stockage des déchets organiques et l'autre pour les déchets secs tels que les matières recyclables comme le papier, le plastique, le verre et le métal. Une étude de faisabilité sera faite pour la construction et l'exploitation d'unités de tri sur une base de Public-Private Partnership dans la région du Nord et la Chaumière pour la séparation des matières recyclables. 5 déchetteries seront mises en place dans les 5 stations de transfert pour le stockage des déchets encombrants qui ne sont généralement pas collectés par le service régulier de la voirie, que ce soit par les municipalités ou par les district councils. C'est ce qu'on appelle généralement les bulk waste, les déchets encombrants. Donc, dans un premier temps, des espaces seront prévus dans les 5 stations de transfert pour le stockage des déchets encombrants. Le compostage est une priorité dans cette nouvelle approche de l'économie circulaire. Les autorités locales seront aussi de la partie, par exemple par le compostage des déchets des marchés. Dans le même temps, les pneus usagés sont des déchets encombrants et leur gestion a toujours été problématique et n'a jamais été clairement définie. Ils sont source de nombreux problèmes pour l'environnement, notamment la prolifération des moustiques, l'illegal dumping et source d'incendies. Ainsi, ce budget encourage le rechappage des pneus à travers une nouvelle mesure pour le remboursement de 25 roupies par pneu rechappé. Il est bon de noter que différents régimes fiscaux et autres mesures d'incitation vont être étendues aux activités de recyclage. Toutes ces mesures vont ainsi contribuer à notre transition écologique. Monsieur le Président, dans la même démarche de passer d'une économie linéaire à une économie circulaire,
Plusieurs autres initiatives ont déjà été entamées par mon ministère. Entre autres, le projet Switch Africa Green, qui vise à encourager l'efficience à travers des modes de production et de consommation responsables. Ainsi, les pratiques telles que la valorisation de ressources, la confection des produits à base de fibres naturelles, la collecte et le recyclage des déchets ont été mises en avant. Plusieurs entreprises se sont engagées dans un réseau à travers lequel elles ont établi un système de récupération des déchets pour ensuite les utiliser comme matière première. Dans ce même contexte, le budget propose également un système d'information pour les consommateurs, le Consumer Information System, qui facilitera l'accès aux consommateurs à des informations fiables sur les produits verts. Deuxième pilier, Monsieur le Président, le changement climatique. Monsieur le Président, alors que l'attention du monde entier était focalisée sur la gestion de la pandémie du Covid-19, nous avons peut-être perdu de vue des autres problèmes majeurs environnementaux, notamment le changement climatique. Mais la réalité est que le changement climatique reste une urgence. D'ailleurs, récemment, nous avons pu observer plusieurs phénomènes météorologiques extrêmes dans plusieurs régions de la planète, notamment des ouragans de catégorie 5 tels que Harrod, qui a dévasté les îles du Pacifique, telles que Fidji, Salomon, Vanuatu en avril, et plus récemment le cyclone Amphan, qui a durement touché le Bangladesh et le sud de l'Inde. La baisse des émissions de gaz à effet de serre qui a été observée à cause de la réduction des activités humaines à travers le monde ces derniers mois ne suffira pas pour endiguer le réchauffement planétaire qui est le résultat de 150 années d'émissions intenses et continuelles. Ainsi, cette problématique reste entière et elle demande toujours toute notre attention et doit être considérée en toute priorité. Monsieur le Président, il y a beaucoup de similitudes entre la pandémie du coronavirus et le changement climatique. Les deux représentent des défis majeurs qui mettent à l'épreuve la résilience de tous les pays du monde, surtout les pays vulnérables. Les deux problématiques nécessitent également des investissements massifs, immédiats, afin d'éviter l'écroulement de nos systèmes économiques, dont les coûts financiers seront catastrophiques. Ce budget est non seulement un budget qui ouvrira la voie vers une nouvelle normalité, mais il permet de renforcer notre résilience climatique et la transition vers une économie à basse émission. À cet effet, des investissements conséquents sont prévus. Près de 1,2 milliard de roupies seront alloués à la construction de drains dans les zones à fort risque d'inondation, à Maurice et à Rodrigue. 304 millions de roupies pour le développement infrastructurel afin de pallier au glissement de terrain et 215 millions de roupies pour protéger nos plages et nos lagons. En ce qui concerne l'atténuation du changement climatique, nous nous sommes donné les moyens pour atteindre les objectifs annoncés d'accroître la part des énergies renouvelables de notre bouquet énergétique à 40% d'ici 2030. Cela permettra une réduction conséquente de nos émissions de gaz à effet de serre. Une série de projets seront mis en chantier, notamment la promotion de l'énergie solaire à grande échelle et aussi au niveau des foyers. Notre politique énergétique concorde avec nos objectifs de transition écologique. À travers notre contribution nationale déterminée, qui sera revue cette année, nos objectifs d'énergie renouvelable seront réévalués. Nous allons aussi développer une feuille de route pour l'atténuation de nos émissions de gaz à effet de serre afin d'atteindre une neutralité sur le long terme. Nous allons également mettre en place le projet Regional Vulnerability Assessment and Analysis Program avec le soutien de la SADC pour soutenir l'évaluation des risques liés au changement climatique, notamment concernant les risques d'épidémie et pour promouvoir la sécurité alimentaire. Ce programme d'investissement prévoit la somme de 1 million de roupies par an au cours des 3 prochaines années pour l'évaluation de la vulnérabilité du secteur agricole aux aléas du changement climatique. Une stratégie de résilience pour Maurice est aussi en voie d'élaboration.
Elle vise à intégrer les impératifs du changement climatique dans le processus de planification du territoire. Elle met aussi l'accent sur une approche intégrée des problèmes tels que l'érosion côtière, inondations, dégradation des écosystèmes marins provenant des activités humaines. Nos efforts pour mieux gérer le changement climatique seront également renforcés grâce à la présentation d'un Climate Change Bill avant la fin de l'année. Il visera à améliorer la coordination, la gestion et l'intégration multisectorielle du changement climatique à tous les niveaux. Ce budget ouvre aussi d'autres horizons en termes de mobilisation de ressources financières. Des sources de financement novatrices telles que les obligations vertes, Green Bonds, sont envisagées. D'ailleurs, un comité interministériel travaille déjà sur l'ébauche d'un mécanisme pour les obligations vertes pour Maurice. Ceci permettra le financement des projets d'atténuation et d'adaptation pour le changement climatique par le secteur privé. Monsieur le Président, permettez-moi d'aborder un autre aspect qui est la protection des zones côtières. Nos plages et nos côtes sont des atouts majeurs pour notre économie. Notre industrie du tourisme et pour le loisir de tous, mais sont affectés par l'érosion côtière. Nous avons constaté un rétrécissement de nos plages dans certaines régions côtières, allant jusqu'à 20 mètres lors de ces derniers 10 ans. Depuis 2015 à ce jour, le ministère de l'Environnement a réhabilité quelques 6,5 km du littoral au coût de 330 millions de roupies. Ces derniers 3 ans, des travaux de réhabilitation à grande échelle ont été réalisés sur plusieurs sites, notamment Béjutombo, Résidence Lachaud, Grand B et Casnoyal. Le budget de 2020-2021 a alloué une somme additionnelle de 134 millions de roupies en addition de ce qui est prévu dans le National Environment Fund afin de poursuivre des travaux sur 10 autres sites les plus affectés par le phénomène de l'érosion côtière, totalisant environ 6,3 km du littoral, notamment à Saint-Martin, Belle-Homme, Ange-Jonché, Providence, Grand-Port, Bois des Amourettes, Pointe-aux-Feuilles, Petit-Sable, Bambou-Veilleux, Rivière des Créoles, Grand B, Grand Sable. Les travaux proposés amélioreront également le potentiel socio-économique et récréatif de la région, notamment avec la création des plages de sable perchées et d'une piste cyclable. Pour la période 2020-2024, mon ministère a déjà identifié 16 autres sites affectés pour lesquels il est primordial d'apporter une solution urgente. Des études approfondies vont être menées et les travaux de réhabilitation commenceront dans un bref délai. Les sites sont comme suit: Ficanflac, Deux Frères, Baie-du-Cap, Trois-Biches, Bloubé, Albion, Le Monde, Pointe des Lascars, Pointe des Régates à Maillebourg, Pointe d'Esny, Saint-Félix, La Prairie, La Preneuse, Rivière des Galets, la voie Rivière-Noire, Bois des Amourettes et certaines autres régions encore, Monsieur le Président. Dans cette même optique de lutte contre l'érosion côtière, mon ministère remplacera les arbres de filao qui se trouvent dans l'espace dynamique par des espaces endémiques et indigènes. Le projet, au coût de 10 millions de roupies, a déjà débuté à Ficanflac et Le Monde sur une étendue de 200 mètres par 30 mètres et se poursuivra sur la plage publique de Bellemare. Une étude sera aussi menée pour évaluer l'efficacité des travaux de réhabilitation du littoral effectués par mon ministère dans les années précédentes. L'étude nous permettra aussi de voir dans quelle mesure les objectifs fixés ont été atteints et, si nécessaire, d'apporter d'autres mesures supplémentaires ou correctives. De plus, en vue des impacts imprévus et des effets dévastateurs du changement climatique sur nos plages, des travaux de réhabilitation doivent être exécutés rapidement. De ce fait, il est aussi prévu d'amender le Public Procurement Act à travers le prochain Finance Act afin de pouvoir expédier le recrutement des consultants et de pouvoir commencer les travaux en urgence. Monsieur le Président, le contrôle des déchets plastiques.
Une des filières de déchets ciblées par le gouvernement est le plastique, qui représente 75 000 tonnes, soit 14% des déchets solides à Maurice. Nous avons actuellement 7 recycleurs opérationnels à l'île Maurice qui traitent les déchets plastiques. Chaque année, environ 2 000 à 3 000 tonnes de déchets plastiques sont recyclés localement ou exportés pour être recyclés. Sur une base annuelle, environ 100 millions de bouteilles en PET sont mises sur le marché mauricien, représentant 2 500 tonnes par an de plastique. À ce jour, seulement environ 40% des bouteilles en PET sont collectées chaque année pour le recyclage, soit environ 1 000 à 1 125 tonnes par année. Permettez-moi de souligner quelques mesures prises par mon ministère au cours de ces dernières années en ce qui concerne le contrôle des déchets plastiques. La promulgation des règlements sur l'interdiction d'importer, de fabriquer, de vendre, de distribuer certains sacs en plastique à partir de janvier 2016. L'augmentation du refund accordé aux fabricants locaux de 5 roupies à 15 roupies par kilo de bouteilles PET usagées comme préconisé dans le budget 2018-2019. L'introduction d'un excise duty de 2 roupies pour les takeaways, assiettes, bols, tasses et plateaux en plastique à usage unique non biodégradable à partir de février 2019. Et l'installation des éco-bins pour la collecte des bouteilles en PET dans 12 collectivités locales et dans les 57 Social Welfare Centers à travers le pays. Avec toutes ces mesures, on reconnaît quand même un changement de mentalité des commerçants, des consommateurs et des fabricants. Par exemple, les sacs en plastique biodégradables et compostables sont aujourd'hui largement adoptés par le public, y compris l'utilisation des sacs en papier durable. Mais il existe quand même quelques brebis galeuses. Cela a conduit à la fabrication de plus de 52 millions de sacs biodégradables et compostables à Maurice et à l'importation de 7 millions de ces sacs uniquement en 2019. Les takeaways biodégradables sont aussi de plus en plus présents sur le marché, mais il reste encore beaucoup à faire. Les nouvelles mesures budgétaires vont de pair avec notre vision pour une île Maurice zéro déchet plastique. L'accent est encore une fois au retour vers la nature. Ainsi, ce gouvernement veut promouvoir la recherche et le développement des alternatives au plastique, notamment l'utilisation des produits à base de plantes et de ressources locales. Le cadre réglementaire et institutionnel va aussi être revu et renforcé contre la pollution plastique, notamment par rapport à l'interdiction d'utiliser des sacs en plastique au niveau même des consommateurs, l'interdiction des roll-on bags, des pocket bags de moins de 300 cm², la mise en place d'un mécanisme pour la collecte des bouteilles en PET et l'interdiction d'au moins d'une dizaine de produits de plastique à usage unique. Des éco-bags seront installés dans des lieux stratégiques pour collecter les déchets plastiques pour le recyclage. La pollution marine par le plastique est aussi une de nos priorités. Le financement international a été sollicité pour la mise en œuvre d'un ensemble de mesures pour lutter contre la pollution marine par le plastique, y compris l'installation des bacs écologiques à des emplacements stratégiques sur les plages et l'installation des filets près des embouchures des rivières pour faciliter la collecte des déchets plastiques pour être ensuite recyclés. Monsieur le Président, une des priorités de ce budget, c'est le contrôle de la pollution de l'air et de l'eau. La pollution de l'air et de l'eau a des effets significatifs sur la santé et l'environnement, qui représente aujourd'hui l'un des sujets majeurs de préoccupation environnementale dans le monde. Le Laboratoire national de l'environnement, sous mon ministère, est chargé de surveiller la qualité de l'air ambiant afin de garantir la conformité aux normes environnementales prescrites. Il est important d'évaluer la qualité de l'air sur une base continue, car la pollution de l'air peut entraîner divers effets sur la santé. Au cours de la récente pandémie du Covid-19, des études ont démontré que la transmission virale s'accélère aussi par les particules fines. En outre, ces études ont également démontré une prévalence élevée de décès liés au Covid-19 dans les zones touchées par la pollution atmosphérique. Notre laboratoire dispose actuellement de 3 stations fixes, situées à Port-Louis,
Vacois et à Rosil pour surveiller la qualité de l'air ambiant sur une base continue. Pour la région de Port-Louis, la concentration moyenne des particules PM10 enregistrée pendant la période de couvre-feu, c'est-à-dire du 20 mars 2020 à 30 avril 2020, par rapport à la même période en 2019, était presque similaire. À la station de Rosil, une diminution de 52% a été enregistrée pour la concentration moyenne des particules. Afin de maintenir une bonne réputation de notre pays au niveau international, notamment auprès des touristes et afin d'informer et de rassurer le public sur la qualité de l'air, il est nécessaire de développer un indice de la qualité de l'air. Le budget propose donc l'élaboration d'un indice de la qualité de l'air qui vise à informer quotidiennement le public sur la qualité de l'air à Maurice. Les véhicules fumigènes, Monsieur le Président. Le rejet de fumée noire par les véhicules fumigènes, en particulier par des véhicules à moteur diesel, est l'une des principales sources de pollution de l'air à Maurice. Pour contrer ce problème, des contrôles routiers sont effectués visuellement par des équipes de la NTA et de la police de l'environnement. Des infractions sont établies à l'encontre des conducteurs dont les véhicules émettent de la fumée noire pendant plus de 10 secondes consécutives. Malgré les contrôles rigoureux effectués par ces unités, un problème perdure. À l'heure actuelle, il existe certaines provisions des lois, mais celles-ci sont insuffisantes ou mal adaptées pour traiter le problème à la source et dans son intégralité, particulièrement dû au fait qu'on ne possède pas des appareils appropriés qui permettent de mesurer l'opacité des fumées émanant des véhicules. Dans cette optique, ce budget prévoit 10 millions de roupies pour l'acquisition de 13 nouveaux opacimètres portatifs qui permettront de mesurer en temps réel l'opacité des fumées émanant des véhicules. Ces appareils sont légers et fournissent une lecture visuelle rapide de l'opacité. Les données peuvent être facilement téléchargées, archivées et imprimées. Ces équipements seront mis à la disposition au Centre d'examen des véhicules, à la National Land Transport Authority, au Police Traffic Branch et à la police de l'environnement à travers l'île et aussi à l'île Rodrigue. Monsieur le Président, on connaît très bien que la santé de notre population est au cœur de notre priorité. L'usage excessif des pesticides représente un risque considérable pour notre santé ainsi qu'à l'environnement. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à des défis pour protéger les écosystèmes aquatiques et les eaux souterraines de la contamination causée par les pesticides en raison de manque de données. À Maurice, la principale source d'approvisionnement en eau provient de la nappe souterraine. Le reste, 46%, provient de sources en surface. Il est donc impératif d'avoir une bonne surveillance de nos milieux sur de nombreux paramètres, notamment l'analyse de la contamination de nos ressources en eau par les pesticides. Le budget permet donc la mise en place d'unités d'analyse des résidus de pesticides au Laboratoire national de l'environnement sous mon ministère afin d'assurer une protection adéquate de nos écosystèmes aquatiques ainsi que notre santé. Monsieur le Président, rendre le service public plus vert. Monsieur le Président, le 6e pilier de notre démarche pour une transition écologique est l'engagement du secteur public pour se mettre au vert dans les activités et opérations quotidiennes. Nous travaillons avec le ministère de la fonction publique pour mettre en place les mécanismes nécessaires afin de mettre en œuvre cette initiative. Nous allons revoir les règlements pour faciliter cette initiative, proposer une charte verte qui sera élaborée pour aider les institutions publiques à s'adhérer à des directives sur les divers aspects de consommation responsable, notamment sur l'utilisation du papier, la mobilité durable, la conservation de l'eau, de l'énergie, la gestion des déchets, entre autres. L'objectif est de réduire l'empreinte écologique du secteur public et de servir d'exemple en matière de consommation et production responsable. Monsieur le Président, l'aspect visuel des choses, l'aménagement paysager de l'autoroute et d'autres espaces publics. Dans ce même élan, une attention particulière sera accordée pour mettre le pays au vert. Quelques 207 millions de roupies seront alloués au Cleaning and Embellishment Programme pour les drains, les routes, les rivières et les lieux publics, incluant les lieux de culte. Mon ministère va développer un schéma directeur pour l'aménagement paysager en collaboration avec la Road Development Authority, pour l'embellissement de l'autoroute et les accès latéraux des villes et villages qui seront élaborés prochainement, dans les jours à venir. Les abords de l'autoroute seront dotés de plantes endémiques décoratives, d'arbustes, d'arbres fruitiers et de fleurs, bien sûr.
Ce vaste projet va impliquer plusieurs entités gouvernementales, ainsi que le secteur privé, les ONG et d'autres acteurs. Le schéma directeur va prendre en compte le microclimat, le sol, l'aspect historique des Andes, l'aspect historique et culturel des régions du pays, et bien sûr la sécurité des usagers et aussi l'entretien. La culture environnementale, Monsieur le Président. Au final, la culture environnementale constitue un élément clé à l'égard d'une transition écologique. Les citoyens doivent comprendre la nécessité d'adopter des modes de vie plus durables en faisant des choix plus respectueux de l'environnement. Nous devons nous engager à développer une conscience environnementale et sociale dès l'enfance. Faire participer les jeunes à la protection de l'environnement a non seulement un impact direct sur le changement des comportements et des attitudes des jeunes, mais influence également leurs parents, leurs proches, leurs familles, leur communauté à changer leur mode de vie. Il est donc très important que nous impliquions nos jeunes à réaliser des projets pro-environnementaux en collaboration avec la communauté. À cet égard, le budget 2020-2021 prévoit 3 millions d'euros pour encourager les jeunes à entreprendre des projets environnementaux avec la communauté. L'île Maurice s'est engagée dans une nouvelle voie de développement qui prône une transition écologique. Notre île est plus que jamais confrontée à de nombreux défis, que ce soit au niveau économique, sanitaire et environnemental. Une transition écologique n'a jamais été aussi d'actualité et je pense que ce budget contient des mesures phares pour cette transition. Monsieur le Président, le ministère de l'Environnement travaille en ce moment sur un projet qui est important à plus d'un titre. C'est la création sous le ministère de l'Environnement d'un observatoire de l'environnement qui aura la responsabilité to develop a repository of environmental data, to disseminate environmental information, to provide sound knowledge for policies, development and national decision-making, and to undertake research and development en matière environnementale, qui était chose absente avant, Monsieur le Président. Cet observatoire de l'environnement aura la participation de tous les acteurs de l'environnement. Et aussi, nous comptons sérieusement sur une collaboration avec l'Université de Maurice, surtout en ce qui concerne l'aspect Research and Development. Une plateforme Science to Policy va être mise en place pour permettre de définir les orientations politiques en matière de protection de l'environnement et du développement durable. C'est sur une note très optimiste que je voudrais féliciter encore une fois le ministre des Finances et le Premier ministre pour l'excellent travail accompli en présentant un budget qui répond à la fois aux attentes de la population et à celles des secteurs économiques du pays. Sur ce, Monsieur le Président, je vous remercie.